Et si la plus grande tragédie de votre vie était en réalité un mensonge? Une femme a cru pleurer son fils mort pendant 5 longues années, mais la vérité était bien plus choquante que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle était cachée dans le regard d'un petit garçon innocent, rencontré par hasard dans un parc parisien. Cette histoire va vous glacer le sang, vous révolter, mais aussi vous montrer la force incroyable de l'amour d'une mère. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre va secouer toutes vos certitudes. Sophie menait une vie en apparence parfaite dans un somptueux appartement haussmannien du 16e arrondissement de Paris. Autrefois photographe prometteuse, elle avait abandonné sa carrière à la demande de son mari, Julien, un homme d'affaires charismatique et dominant. Il disait que c'était pour le bien de leur famille, pour qu'elle se consacre à leur fille de 10 ans, Chloé. Sophie avait accepté, mais une partie d'elle s'était éteinte. Sa vie était devenue une cage dorée, rythmée par les exigences de son mari et le souvenir douloureux de son fils Arthur. On lui avait dit qu'il n'avait pas survécu à l'accouchement 5 ans auparavant. Ce deuil avait creusé un vide immense en elle, un chagrin silencieux que Julien semblait vouloir effacer à tout prix, comme une simple note discordante dans sa symphonie parfaite. Le bruit des klaxons parisiens était assourdi par la vitre épaisse de la brasserie. Sophie tenait son téléphone, l'oreille collée au combiné, le cœur battant à tout rompre. À quelques tables de là, Julien, son mari, riait. Il n'était pas dans une réunion tardive à la Défense, comme il venait de le lui affirmer d'une voix pressée. Il était là, à la lueur ambrée du soir, penché vers une femme brune, élégante, dont la main frôlait la sienne sur la nappe blanche. « Oui, ma chérie, je suis encore coincé, je t'appelle dès que je sors. » avait-il menti. Le mensonge résonnait dans le silence de son esprit, brutal et tranchant. Elle voyait ses lèvres bouger, former des mots qu'elle ne pouvait entendre mais qu'elle devinait tendres. Une nausée glaciale la submergea. Ce n'était pas la première fois, mais cette fois, quelque chose était différent. Elle ne raccrocha pas immédiatement, observant la scène comme à travers un objectif, une photographe documentant la désintégration de sa propre vie. Chaque rire, chaque regard complice était une fissure de plus dans l'édifice de leur mariage. Pourtant, ce matin même, tout semblait normal. Le soleil de printemps filtrait à travers les grandes fenêtres de leur appartement, dessinant des rectangles de lumière sur le parquet qui craquait. L'odeur du café, fraîchement moulu, se mêlait au parfum des croissants que Sophie avait disposés sur le plan de travail en marbre de la cuisine. Julien était déjà parti, comme toujours, bien avant le lever de leur fille Chloé. Il avait laissé une note laconique, « Journée chargée, ne m'attends pas pour dîner ». Les croissants étaient intacts. Il n'avait bu qu'un expresso, avalé sur le pouce. Sophie avait regardé la viennoiserie dorée et s'était sentie invisible. Elle passait ses journées à orchestrer cette perfection domestique pour un homme qui ne semblait plus la voir. Elle se sentait comme un accessoire de luxe dans sa propre maison, une gardienne silencieuse d'un bonheur de façade. Cette solitude, ce sentiment de vide, était devenu son compagnon le plus fidèle, une ombre persistante même sous la lumière éclatante du matin. Après avoir déposé Chloé à l'école, près du Trocadéro, Sophie avait senti les murs de l'appartement se refermer sur elle. Elle avait besoin d'air, de vie, de distance. Elle attrapa son vieil appareil photo, un réflexe argentique qu'elle gardait comme une relique de sa vie d'avant. C'était son seul refuge, sa seule conversation sincère. Elle se dirigea vers le parc Monceau, un écrin de verdure où les familles chics du quartier aimaient flâner. Le printemps y éclatait en une symphonie de couleurs et de parfums. Les magnolias étaient en fleurs, leurs pétales roses et blancs jonchant délicatement les allées. Sophie commença à prendre des photos, le visage concentré d'un vieil homme lisant son journal, des enfants riant aux éclats près du carrousel, le jeu d'ombre et de lumière à travers le feuillage naissant. Chaque cliché était une tentative de capturer une émotion brute, une vérité qui manquait cruellement à sa propre existence. La photographie n'était plus un métier, c'était une nécessité, une façon de respirer quand tout le reste l'étouffait. C'est alors qu'elle l'a vu, un petit garçon d'environ 5 ans, aux cheveux blonds bouclés et aux yeux vifs, assis, seul sur un banc. Il semblait parfaitement à l'aise.
balançant ses petites jambes. Une lueur espiègle brillait dans son regard. Poussée par une impulsion qu'elle ne s'expliquait pas, Sophie s'approcha. « Bonjour, tu attends quelqu'un » demanda-t-elle doucement. Le garçon leva les yeux vers elle, sans aucune crainte. « Non, madame, je vais chercher le pain pour mamie. » Sa voix était claire et étonnamment assurée pour son âge. Sophie fut surprise par son autonomie. « Tu y vas tout seul ?»« Oui, la boulangerie est juste là. Mamie ne peut pas beaucoup marcher. » Il y avait une maturité touchante dans ses paroles. Une conversation simple s'engagea. Il s'appelait Léo. Il lui parla de son école, de son papa qui travaillait beaucoup et de sa grand-mère. Sophie était captivée par ce petit être plein de vie. Il y avait en lui une étincelle, une force tranquille qui la touchait au plus profond de son être. « Je suis photographe, » dit Sophie, un peu par réflexe, un peu pour prolonger l'instant. « Est-ce que je peux te prendre en photo ? Tu as un visage qui raconte une histoire. » Léo parut flatté. Il hocha la tête avec un grand sourire qui illumina son visage. Sophie ajusta ses réglages et visa. À travers l'objectif, elle vit bien plus qu'un simple enfant. Elle vit une joie pure, une innocence éclatante. Le déclic de l'appareil sembla sceller ce moment hors du temps. « C'est dans la boîte, » dit-elle en souriant. « Si tu repasses par ici dans quelques jours, je t'apporterai la photo. » Le garçon la remercia, ses yeux pétillants de joie, avant de repartir d'un pas décidé vers la boulangerie. Sophie le regarda s'éloigner, une sensation étrange et puissante l'envahissant. C'était comme si elle venait de rencontrer quelqu'un qu'elle connaissait depuis toujours. Une corde sensible, endormie depuis longtemps, venait de vibrer au plus profond d'elle, laissant une résonance à la fois douce et douloureuse. 2 jours plus tard, fidèle à sa promesse, Sophie retourna au parc Monceau. Le tirage photo de Léo précieusement glissait dans son sac. Elle le trouva près du bassin, en train de regarder les canards. « Léo !» appela-t-elle. Le garçon se retourna et courut vers elle, un immense sourire aux lèvres. « Madame, vous êtes venue !» Sophie lui tendit la photo en noir et blanc. Il la contempla avec des yeux ronds, fasciné. « C'est moi, papa va adorer !» s'exclama-t-il. Ce jour-là, il n'allait pas à la boulangerie, mais à la pharmacie. Sa grand-mère était malade. Il devait lui acheter des médicaments. Sophie sentit son cœur se serrer. Ce petit garçon portait déjà tant de responsabilités. « Tu as la liste et l'argent ?» demanda-t-elle. Il lui montra un bout de papier et quelques pièces. Spontanément, Sophie lui proposa de l'accompagner. Elle ne pouvait pas le laisser se débrouiller seule. Ce besoin de le protéger, de prendre soin de lui, était irrationnel, mais impérieux. C'était plus fort qu'elle. Le lendemain, alors qu'elle se promenait dans le parc avec sa propre fille, Chloé, elle aperçut Léo. Mais il n'était pas seul. Il tenait la main d'un homme grand, au visage fatigué et au regard sévère. C'était son père. « Papa, c'est elle, la dame de la photo !» cria Léo en la voyant. L'homme Mathieu s'arrêta et la dévisagea d'un air méfiant. Ses yeux gris acier étaient chargés d'une lassitude infinie. « C'est donc vous » dit-il d'une voix sourde, sans la moindre chaleur. « Je vous remercie pour la photo, mais je préférerais que vous laissiez mon fils tranquille. » Sophie fut prise de court, le souffle coupé par sa froideur. « Je ne voulais pas mal faire. Je le trouvais charmant, c'est tout. » L'homme ne parut pas convaincu. « Nous n'avons besoin de rien, ni de personne. S'il vous plaît, gardez vos distances. » Il tira doucement sur la main de Léo et s'éloigna, laissant Sophie pétrifiée sur place. Chloé la regarda, perplexe. « Maman, pourquoi il est si méchant, ce monsieur ?» Sophie ne sut que répondre. Cette rebuffade brutale l'avait blessée bien plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Cette rencontre avec Léo et son père avait remué quelque chose de profond en elle. Le soir, seule dans le silence de l'appartement, les souvenirs qu'elle s'efforçait de contenir refirent surface avec une violence inouïe. Elle se revit à la maternité, 5 ans plus tôt. La douleur, la panique, les visages graves des médecins. On lui parlait de souffrances fétales, de complications. Julien était à ses côtés, mais il semblait distant, presque absent. Puis le verdict était tombé, asséné par un médecin au regard fuyant. Le bébé n'a pas survécu. C'est une malformation. Il n'y avait rien à faire. Le monde de Sophie s'était effondré. Elle n'avait même pas pu voir son fils, Arthur.
Julien s'était occupé de tout, des formalités de l'enterrement. Il avait insisté pour qu'elle ne vienne pas, pour lui épargner cette épreuve supplémentaire. Elle avait obéi, anesthésiée par le chagrin et les calmants. Elle se souvenait d'un tout petit cercueil blanc, vide. Elle avait chassé cette pensée horrible, mais ce soir l'image de Léo, si vivant, si lumineux, ravivait la douleur de cette perte avec une acuité insupportable. Nous revoilà dans la brasserie. Après que Julien eut raccroché, Sophie est restée figée quelques instants, puis a payé et est sortie dans la nuit parisienne. Elle a suivi son audinoir à distance dans un taxi. Son cœur battait la chamade, mélange de colère et de peur. Où l'emmenait-il? Un hôtel? Son appartement? La voiture de Julien ne se dirigea vers aucun de ces endroits. Elle s'arrêta devant un bâtiment que Sophie reconnut immédiatement et son sang se glaça dans ses veines. La clinique de la maternité Sainte-Anne, le lieu même où Arthur était mort. La femme brune descendit, adressa un signe de la main à Julien et monta les marches avec l'aisance de quelqu'un qui travaille ici. Un médecin? Une infirmière? Soudain, l'infidélité de Julien lui parut secondaire, dérisoire. Une autre peur, bien plus vaste et plus sombre, commençait à prendre forme dans son esprit. Le lien entre cette femme, cette clinique et son passé tragique était trop énorme pour être une simple coïncidence. C'était le début d'un puzzle terrifiant. Le lendemain, poussée par une angoisse qu'elle ne pouvait plus ignorer, Sophie se rendit à la clinique Sainte-Anne. Elle demanda à voir le directeur. Dans son bureau luxueux, elle lui montra une photo de Julien et de la femme brune, prise discrètement la veille avec son téléphone. « Je cherche à comprendre la nature de la relation entre mon mari, Julien Lambert, et cet employé. » Le directeur la regarda avec condescendance. « Madame, nous ne divulguons pas d'informations sur notre personnel. Je vous prie de régler vos problèmes conjugaux en privé. » Humiliée et désemparée, Sophie quitta le bureau. Dans le couloir, alors qu'elle attendait l'ascenseur, elle entendit une voix provenant d'une porte entr'ouverte. C'était la femme brune, Élodie. Elle était au téléphone. « Arrête de paniquer, Juju. Ta femme ne saura rien. Mais imagine si elle découvre la vérité sur le garçon, si elle apprend qu'il n'est jamais mort. » Chaque mot fut comme un coup de poignard en plein cœur. Sophie s'adossa au mur, le souffle coupé, le monde basculant autour d'elle. Son fils, vivant. L'idée était si monstrueuse, si folle qu'elle peinait à y croire. Pourtant, les pièces du puzzle s'assemblaient avec une logique terrifiante. Le mensonge de Julien, la clinique, cette conversation, tout convergeait. À garde, Sophie errait dans les couloirs de l'hôpital, cherchant un visage amical, une encre dans sa panique. Elle croisa une femme de ménage d'un certain âge, au visage doux et ridé, qui poussait son chariot. « Excusez-moi, madame, vous travaillez ici depuis longtemps ?» La femme Martine hocha la tête. « 30 ans, ma petite dame. » Sophie, les larmes aux yeux, lui raconta son histoire à demi-mot, le nom de son mari, la date de la naissance. Martine fronça les sourcils, cherchant dans sa mémoire. « Lambert, oui, je me souviens. Il y avait eu des histoires, un bébé d'une famille riche. On disait qu'il était né avec un problème, mais qu'il était bien vivant. » Le père a signé une renonciation à l'autorité parentale. Une grosse somme d'argent aurait circulé pour étouffer l'affaire et le faire passer pour mort-né. Il a été envoyé à l'aide sociale à l'enfance. La confirmation la frappa comme la foudre. Léo, c'était forcément lui, les cheveux blonds, l'âge, cette connexion inexplicable qu'elle avait ressentie. C'était son Arthur, son fils. Il fallait qu'elle en ait la preuve irréfutable, une preuve scientifique qui anéantirait tous les mensonges de Julien. Le lendemain, elle retourna au parc Monceau, le cœur au bord des lèvres. Elle pria pour le trouver, et sa prière fut exaucée. Léo était là, courant après les pigeons. Elle l'appela. Il avait un petit rhume, le nez qui coulait. « Attends, mon grand, laisse-moi t'essuyer ça, » dit-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de garder calme. Avec un mouchoir en papier, elle lui tamponna doucement le nez. Puis, au lieu de le jeter, elle le plia soigneusement et le glissa dans un petit sachet en plastique qu'elle avait préparé. C'était un geste banal, invisible aux yeux du monde, mais pour Sophie, ce petit mouchoir contenait la clé de toute sa vie.
Elle se rendit ensuite dans un laboratoire d'analyse privé, le sachet serré dans sa main comme le plus précieux des trésors. L'attente des résultats fut la plus longue semaine de sa vie. Chaque sonnerie de téléphone la faisait sursauter. Elle vivait dans un brouillard, jouant son rôle d'épouse et de mère auprès de Chloé, tout en portant ce secret explosif. Julien ne remarquait rien, trop absorbé par ses affaires et sa double vie. Enfin, le laboratoire appela. « Madame Lambert, nous avons vos résultats. » Sophie se rendit au laboratoire, les mains moites, le ventre noué. La technicienne lui tendit une enveloppe. Elle l'ouvrit avec des doigts tremblants. Elle ne comprenait pas les chiffres, les marqueurs génétiques, mais la conclusion était écrite en toutes lettres, claire et sans appel. La probabilité de maternité entre les deux échantillons est de 99,999%. Elle relut la phrase 10 fois. Les larmes se mirent à couler, des larmes non pas de chagrin, mais de rage, de soulagement et d'un amour fou qui avait survécu à la plus odieuse des trahisons. Son fils était vivant, son Arthur était Léo, elle avait la preuve. La bataille ne faisait que commencer. Ce soir-là, elle attendit Julien. Il rentra tard, fatigué et irritable. Elle l'attendait dans le salon, assise dans un fauteuil, le rapport du laboratoire posé sur la table basse. Il ne le vit pas tout de suite. « Soirée difficile », lâcha-t-il en desserrant sa cravate. « La mienne aussi », répondit Sophie d'une voix blanche. Il leva enfin les yeux vers elle, surpris par son ton. C'est là qu'il vit l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il. Sophie ne répondit pas. Elle le fixa simplement, et dans son regard, il n'y avait plus d'amour, plus de tristesse, seulement un froid polaire. « Il s'appelle Léo, dit-elle. » Julien devint blême. Il comprit. Il s'avança, prit le papier et le lut. Ses mains se mirent à trembler. Le masque du mari puissant et sûr de lui tomba, révélant un homme acculé, terrifié. « Sophie, je peux tout expliquer. » Mais il n'y avait plus rien à expliquer. Le mensonge était là, nu et hideux entre eux. La déflagration fut terrible. Les cris, les pleurs, la haine. Il avoua tout. Le diagnostic des médecins qui prédisaient un lourd handicap, sa lâcheté, sa peur de ne pas être à la hauteur. Il avait préféré sacrifier son fils plutôt que sa vie parfaite. L'idée qu'Élodie, cette infirmière, avait été la complice de cette machination rendait la trahison encore plus amère. C'était elle qui avait suggéré la solution, payer le directeur de la clinique pour falsifier un certificat de décès et organiser le transfert du bébé vers les services sociaux. Julien avait payé sans même chercher un deuxième avis médical, sans se battre. Il avait choisi la facilité, l'oubli. Il avait regardé sa femme se consumer de chagrin pendant 5 ans, il avait assisté à des anniversaires de deuil, il avait posé une main compatissante sur son épaule devant une tombe vide, tout en sachant que leur fils grandissait quelque part, seul. Il avait volé à Sophie sa maternité et à Arthur sa famille. Il n'y avait pas de pardon possible pour une telle abomination. Au milieu des débris de leur vie, Sophie ne ressentait plus qu'une seule chose, une détermination de fer. Elle allait récupérer son fils. Quoi qu'il en coûte. Le lendemain, après une nuit sans sommeil, Sophie se rendit à l'adresse que Léo lui avait indiquée, un vieil immeuble dans le 19e arrondissement, un monde à part de son quartier luxueux. Elle emporta avec elle le test ADN. C'est une femme âgée, se déplaçant avec difficulté, qui lui ouvrit. La grand-mère de Léo. Sophie se présenta comme la dame du parc. La vieille femme l'invita à entrer. L'appartement était modeste mais propre. C'est là qu'elle rencontra de nouveau Mathieu, le père adoptif de Léo. Il était rentré pour le déjeuner. Sophie lui demanda de lui accorder quelques minutes. Dehors, sur un banc, elle lui raconta tout. L'histoire insensée, la trahison de son mari, la preuve ADN. Mathieu l'écouta sans l'interrompre, son visage se durcissant au fil du récit. Il prit les papiers, les lut attentivement. Quand il releva la tête, son regard était un mélange de colère et de douleur. Il avait cru à l'abandon. La vérité était bien pire. « Je ne vous le laisserai pas, dit-il d'une voix étranglée par l'émotion. Vous l'avez peut-être mis au monde, mais c'est moi son père. C'est moi qui l'ai veillé quand il était malade. C'est moi qui lui ai appris à faire du vélo. Ma femme qui est décédée l'aimait plus que tout au monde. Il est mon fils. » Sophie vit sa détresse.
sa peur panique de perdre l'être qui donnait un sens à sa vie. « Je ne veux pas vous l'enlever, dit-elle, les larmes aux yeux. Je veux juste le connaître, je veux qu'il sache que je l'aime, que je ne l'ai jamais abandonné. Nous devons trouver une solution pour lui. » Mais Mathieu, submergé par le choc, ne pouvait pas entendre raison. Pour lui, elle était une menace, une étrangère venue détruire son monde déjà si fragile. Il se leva et rentra dans l'immeuble sans un mot de plus, la laissant seule avec son chagrin et la complexité insoluble de la situation. Elle venait de retrouver son fils pour le perdre une seconde fois. En rentrant chez elle, le cœur en miettes, un spectacle effroyable l'attendait. La voiture de Julien était garée en double file devant leur immeuble. Il en sortit furieux, tenant fermement Chloé par le bras. Leur fille était en larmes. « Alors comme ça, on va voir son autre famille ?» cracha Julien, le visage déformé par la rage. « J'avais des gens qui te suivaient. J'ai tout vu. C'est terminé, Sophie. » Il la bouscula pour passer. « Tu as 2 jours pour vider les lieux. Je demande le divorce. Et Chloé reste avec moi. Tu n'auras rien. Tu n'es rien sans moi. Une simple femme au foyer, sans revenu. Quel juge te confierait un enfant ?» Il jeta Chloé sur la banquette arrière de la voiture. « Maman !» hurla la petite fille, le visage inondé de larmes. Julien démarra en trombe, laissant Sophie seule sur le trottoir, anéantie. En un instant, il lui avait tout pris, sa maison, sa dignité, et maintenant son autre enfant. Elle s'effondra sur le sol secouée de sanglots, sa vie entière réduite à un champ de ruines. Mathieu, de son côté, était tourmenté. Il avait été dur avec Sophie, mais la scène à laquelle il venait d'assister par sa fenêtre avait tout changé. Il avait vu la cruauté de Julien, la détresse de Chloé et l'effondrement de Sophie. Il avait compris que cette femme n'était pas l'ennemie, mais une autre victime du même homme. Il sentit son cœur se remplir d'une compassion inattendue. Plus tard dans la soirée, il trouva le numéro de Sophie et l'appela. Elle répondit d'une voix brisée. « Je suis en bas de chez vous, » dit-il simplement. « Je crois que nous devons parler. » Quand elle lui ouvrit la porte de l'immense appartement vide, il la trouva dévastée. Elle n'avait nulle part où aller, pas d'argent, pas de famille proche. Son mari avait méticuleusement organisé son isolement pendant des années. Sans hésiter, Mathieu prit une décision. « Préparez quelques affaires, vous allez venir chez nous, ma mère sera d'accord. Et Léo sera fou de joie, vous n'êtes plus seul. » Pour la première fois depuis des jours, une lueur d'espoir perça les ténèbres. Sophie s'installa donc dans le petit appartement du 19e arrondissement. C'était un changement radical, mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait entourée de chaleur humaine. Paulina, la grand-mère, après un moment de méfiance, l'accueillit avec bienveillance. Et Léo était aux anges. Il suivait Sophie partout, lui montrait ses jouets, ses dessins. Il l'appelait « Maman Sophie ». Chaque mot était à la fois un bonheur et un crève-cœur. Elle passait ses journées avec lui, rattrapant le temps volé, tout en étant rongée par l'absence de Chloé. Les appels à Julien restaient sans réponse ou se terminaient par des insultes. Il l'empêchait de parler à sa fille. La douleur était constante, mais la présence de Léo, son fils retrouvé, lui donnait la force de se battre. Elle n'était plus la femme soumise et effacée. La rage lui donnait un courage qu'elle ne se connaissait pas. Julien avait sous-estimé la lionne qu'il venait de réveiller. Un jour, en sortant de l'immeuble, Sophie tomba nez à nez avec Julien et Élodie. Ils venaient visiblement récupérer les dernières affaires de Julien dans leur ancien appartement qu'il avait mis en vente. La confrontation fut glaciale. « Où est ma fille ?» demanda Sophie, la voix tremblante de colère. « Pas tes affaires, » ricana Julien. « Le tribunal décidera des jours de visite. Si tu as de la chance, tu as vu où tu vis maintenant. Tu es passé d'un palace à un taudis. » Élodie, à ses côtés, la regardait avec un sourire triomphant. C'en était trop. « Toi, » dit Sophie en la fusillant du regard. « Tu vas payer pour ce que tu as fait, vous deux. » Julien éclata de rire. « Tu nous menaces ? Avec quoi ? Tu n'as rien. » C'est à ce moment-là que Sophie comprit. Elle ne gagnerait pas avec les larmes. Elle devait utiliser les mêmes armes que lui, la ruse et la détermination. Elle se tourna et partit, la tête haute, un plan commençant à germer dans son esprit. Ce soir-là, elle demanda à Mathieu « Tu es bon en informatique, n'est-ce pas ?»
Il était ingénieur système, un expert. « Je me débrouille », répondit-il, intrigué. Sophie lui expliqua son idée. Julien se vantait souvent d'être plus malin que le fisc, d'avoir des comptes cachés, des systèmes pour détourner de l'argent. Si elle pouvait le prouver, je veux entrer dans les serveurs de son entreprise, je veux trouver ses secrets, je veux le détruire avec ses propres armes, déclara-t-elle, les yeux brillants d'une lueur sombre. Mathieu hésita. C'était illégal, dangereux. Mais en regardant le visage de cette femme qui se battait pour ses enfants, il ne put refuser. Il passa la nuit à travailler, contournant les pare-feux, décryptant les codes. Au petit matin, il avait réussi. Ce qu'ils découvrirent dépassait leurs attentes. Un système de double comptabilité, des transferts vers des paradis fiscaux, des millions d'euros dissimulés. Sophie avait de quoi faire tomber son mari, et bien plus encore. Elle ne s'arrêta pas là. Elle contacta le rédacteur en chef du magazine pour lequel elle avait travaillé des années auparavant. Elle lui proposa une exclusivité, l'histoire de la chute d'un magnate de la finance racontée de l'intérieur. Anonymement, elle fit fuiter les documents comptables aux services fiscaux. Puis, lorsque l'enquête commença et que le nom de Julien fit la une des journaux financiers, elle donna son interview. Elle y raconta des années d'humiliation, de contrôle, et la liaison de son mari, le tout sur fond de scandale financier. Elle ne parla pas de Léo. C'était son jardin secret, une blessure trop intime pour la jeter en pâture aux médias. Elle voulait que l'opinion publique et la justice voient Julien pour ce qu'il était, un homme amoral, un tricheur, indigne de confiance. Elle façonnait son image publique, préparant le terrain pour la bataille la plus importante, la garde de Chloé. Elle n'était plus une victime. Elle était devenue une stratège. Le jour du procès en divorce arriva. Le cabinet d'avocats de Julien était puissant, mais l'avocate de Sophie, une femme tenace recommandée par son ancien magazine, était prête. Le scandale financier avait terni la réputation de Julien. L'article avait dressé de lui un portrait peu flatteur. Quand Chloé, enfin autorisée à parler, raconta au juge comment son père l'avait arraché à sa mère et l'avait placé dans un pensionnat suisse strict pour ne pas être dérangé, le sort de Julien fut scellé. Le juge accorda la garde exclusive à Sophie, ainsi qu'une pension alimentaire conséquente et une part significative de la fortune, légale, de Julien. En entendant le verdict, Julien était livide. Élodie, dans la salle, laissa échapper un cri de rage. « C'est injuste, elle se venge, tout ça parce qu'il a donné le bébé. » Un silence de mort tomba sur le tribunal. « Quel bébé ?» demanda le juge, le front plissé. Prise à son propre piège, Élodie, en larmes, avoua toute l'histoire de la clinique. Le juge, abasourdi, regarda Sophie. « Madame, pourquoi n'avez-vous rien dit de tout cela? C'est un crime d'une gravité exceptionnelle. » Sophie répondit d'une voix calme, pleine d'une dignité retrouvée. « Mon seul but était de récupérer ma fille. Mon fils, lui, est en sécurité avec moi maintenant. La justice des hommes est une chose, mais je ne voulais pas que son histoire devienne un fait divers. » Mais il était trop late. Le procureur, présent dans la salle, ouvrit immédiatement une enquête pénale. La machine judiciaire était lancée, et elle allait tous les broyer. Pour Sophie, c'était la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Elle sortit du tribunal, prit Chloé dans ses bras et, pour la première fois depuis des mois, respira librement. Elle avait gagné, elle avait tout récupéré. Les mois qui suivirent furent un tourbillon. Le procès pénal fut retentissant. Le directeur de la clinique, Élodie, et plusieurs autres membres du personnel furent condamnés à des peines de prison. Julien, grâce à ses avocats, évita la prison ferme mais fut condamné à verser à Sophie des dommages et intérêts colossaux, si importants qu'il dut lui céder l'appartement du 16e arrondissement. Ruiné et déshonoré, il quitta Paris et personne n'entendit plus jamais parler de lui. Sophie, avec ses 2 enfants, Chloé et Léo, réintégra son ancien domicile. Mais ce n'était plus une cage dorée, c'était leur maison, remplie de rire et de vie. Mathieu, qui l'avait soutenu à chaque étape, était devenu bien plus qu'un ami. Leur amour s'était construit sur les ruines de leur vie passée, solide et sincère. Ils formaient une nouvelle famille, imparfaite mais heureuse.
Ils n'ont jamais raconté toute la vérité à Léo. Pourquoi charger ses petites épaules du poids de la trahison de son père biologique? Il sait simplement que Sophie est sa maman de cœur, qu'il a trouvée et qu'il aimera toujours, et que Mathieu est son papa. Chloé adore son petit frère. Elle a mis du temps à se remettre du choc, mais l'amour de sa mère et la stabilité de leur nouvelle vie l'ont guérie. Quant à Sophie, elle a rouvert son propre studio de photographie. Son histoire, son regard sur la vie donnaient à ses clichés une profondeur et une émotion uniques. Elle est devenue une photographe reconnue, spécialisée dans les portraits de famille, capturant ces liens précieux qu'elle avait failli perdre à jamais. Elle avait retrouvé son art, ses enfants et sa liberté. La vie a repris son cours, plus belle et plus forte qu'avant. Mathieu, Sophie, Chloé et Léo sont souvent retournés au parc Monceau. Pas par nostalgie douloureuse, mais pour célébrer l'endroit où le destin avait commencé à réparer ce que la cruauté des hommes avait brisé. C'est là que Sophie avait pris la première photo de son fils retrouvé. C'est là qu'elle avait commencé à se battre. Parfois, en regardant ses deux enfants jouer ensemble, elle se disait que même après la nuit la plus sombre, le soleil finit toujours par se lever. Son histoire était la preuve que l'amour d'une mère est une force capable de renverser des montagnes, de déterrer des secrets enfouis et, finalement, de triompher de la plus terrible des injustices. Martine, la femme de ménage de la clinique, a reçu un chèque anonyme de Sophie, suffisant pour s'offrir une retraite confortable. Un petit geste pour remercier celle qui, sans le savoir, lui avait donné le premier fil pour dénouer l'écheveau du mensonge. Paulina, la mère de Mathieu, coule des jours heureux, entourée de ses deux petits-enfants, ravie de voir son fils enfin heureux. Chaque personnage de cette histoire a trouvé sa place. Quant à la tombe vide, dans ce cimetière parisien, Sophie n'y est plus jamais retournée. La vie n'était plus là-bas, avec les fantômes et les mensonges. Elle était ici, dans les rires de Chloé, dans les câlins de Léo, dans le regard aimant de Mathieu. Elle était complète. Parfois, en regardant un couple de jeunes mariés à travers son objectif, Sophie sourit. Elle sait que la vie est imprévisible, qu'elle peut être à la fois magnifique et cruelle. Mais elle sait aussi que la vérité finit toujours par trouver son chemin et que l'amour, le vrai, est la seule chose qui vaille la peine d'être vécue et défendue. Elle lève son appareil, fait la mise au point sur le bonheur des autres et appuie sur le déclencheur. C'est sa façon de rendre un peu de la lumière qu'elle a retrouvée, de capturer l'espoir pour ceux qui pourraient, un jour, se sentir perdus dans l'obscurité. Sa propre histoire est devenue sa plus grande force, une source d'inspiration silencieuse qui nourrit son art et sa vie. Et c'est ainsi que se termine cette histoire incroyable. Une histoire qui nous rappelle que derrière les apparences les plus lisses peuvent se cacher les secrets les plus sombres. Une histoire qui prouve que la résilience humaine, et en particulier l'amour d'une mère, ne connaît aucune limite. Sophie n'a pas seulement retrouvé son fils, elle s'est retrouvée elle-même. Elle a brisé ses chaînes, combattu l'injustice et reconstruit une vie basée non plus sur le mensonge, mais sur la vérité et l'amour. Une vie qui finalement était bien plus belle et plus riche que le rêve parfait qu'on avait essayé de lui imposer. Sophie a finalement obtenu la justice que la vie lui devait. La trahison de Julien a été exposée au grand jour et les conséquences ont été à la hauteur de ses crimes. Il a tout perdu, sa fortune, sa réputation et surtout sa famille. De son côté, Sophie, entourée de ses deux enfants et de Mathieu, a transformé la plus grande douleur de sa vie en une force nouvelle. Elle a rouvert son studio photo et est devenue un symbole de courage pour beaucoup. Le plus grand rebondissement n'a pas été de découvrir le mensonge, mais de réaliser qu'elle avait la force de le surmonter et de bâtir un bonheur encore plus grand sur ses cendres. Elle a prouvé que même après la plus terrible des tempêtes, il est possible de reconstruire, d'aimer à nouveau et de retrouver la lumière. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager votre réaction dans les commentaires. Et vous, à la place de Sophie, comment auriez-vous réagi en découvrant une telle vérité ?